Alors vous allez voir au mois de mai ou fin mai ou début juin, on va sortir quelque chose d'exceptionnel, je ne vais pas vous dire tout de suite quoi. Monsieur Xavier Niel, Bonjour. Alors, il y a énormément de façons de vous présenter. Nous ici, on raconte des histoires d'entreprises, de personnes qui ont des histoires incroyables, en positif, en négatif, en bizarre parfois. Et moi je suis dans la catégorie bizarre. Franchement, si vous le prenez, c'est rigolo. C'est ce que vous dites, moi je prends le... Moi, ce que je voulais vous demander, c'est comment est-ce que vous présentez, si on doit présenter Xavier Niel en long, en large et en travers, dans toute son œuvre. Comment on présente Xavier Niel? Il faut avoir beaucoup d'ego pour vouloir se présenter soi-même. Déjà présenter quelqu'un d'autre, c'est super dur. Je sais pas, comme quelqu'un qui s'amuse. Voilà, je pense qu'une fois qu'on a dit ça, ça explique plein de choses. C'est de se dire, j'ai la chance d'avoir financièrement réussi ma vie, professionnellement peut-être aussi. Et donc à partir de ce moment-là, chaque jour supplémentaire, ça doit être un jour de bonheur. Donc de faire des choses que j'ai envie de faire et comme j'ai envie de le faire. Donc ça, c'est une énorme chance. Je ne sais pas si on est beaucoup sur Terre à avoir cette chance, mais moi, j'ai cette chance de tous les matins me lever en disant quelle chance j'ai, mais quelle chance incroyable j'ai d'aller bosser et de faire ce que j'ai envie de faire et de ce que j'aime faire. Alors, on connaît le Xavier Niel qui tape du poing sur la table en France sur les tarifs chez Freebox, Freemobile, encore récemment d'ailleurs, on va en reparler. Comment on fait en France pour arriver dans les hautes sphères très feutrées des grands patrons d'industrie, alors qu'on ne vient pas forcément de ce milieu-là, qu'on a un parcours qui ne nous amènerait pas, a priori, à aller là-dedans, et pourtant, être patron de Free. Comment ça s'est passé déjà à l'époque, ces services de Minitel, parce qu'on n'a pas forcément tous connu, et ensuite la transition à finalement être parmi les grands patrons d'industrie française? Moi, ce que j'ai fait, ce que je savais faire, c'était coder, faire du code informatique, parce que j'ai eu une chance. C'est qu'en 81, j'avais 14 ans, ouais, je suis très vieux. Mon papa, il a eu la gentillesse de m'offrir un petit ordinateur, et en fait, j'ai appris à faire du code, à faire des petits logiciels. Au début en basique, et puis après en grandissant, un peu plus tard, à faire du C. Et en fait, a émergé dans ces années-là un truc qui s'appelait le Minitel. C'est un terminal que l'État distribuait gratuitement à tous les foyers français. À partir de ce moment-là, il fallait, on a eu l'obligation de faire du logiciel, faire des codes pour faire marcher ces petites machines, de créer des services. Ça ressemble un peu à ce que peut être Internet aujourd'hui, des sites web d'Internet. Et personne ne savait faire le code nécessaire de programmer ça de manière efficace. Et on était plusieurs jeunes, on avait 16, 17, 18 ans, à faire le week-end, le mercredi après-midi, des logiciels pour des grandes boîtes qui n'arrivaient pas à les faire. Et donc j'ai commencé à faire des logiciels pour des tiers. Et puis quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit, je peux peut-être les faire pour moi et lancer mes propres services Minitel. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire ça, en hébergeant en fait les codes Minitel des autres. Donc j'étais, si on fait un parallèle, comme aujourd'hui les hébergeurs web, mais je faisais ça pour le Minitel. Ok, et du coup, la transition entre cette période-là, Minitel, et finalement arriver à Free, et à entre guillemets, casser les codes de l'entrepreneuriat français à papa, classique, grandes écoles de commerce, etc. Alors donc moi, j'ai arrêté mes études très jeune, je suis né à Créteil, dans une famille moyenne française, et donc j'ai une origine sociale différente, ça c'est le premier élément, mais après... Et donc, toujours en essayant de se dire, il ne faut pas que j'oublie d'où je viens, ce que je suis, qui je suis, quelles sont mes racines, quelles sont mes bases, sur quoi ma vie repose, quelles sont mes valeurs. Et après, très naturellement, en 92 ou 93, j'ai un copain qui me dit, écoute, il y a un machin, ça s'appelle Internet, faut qu'on crée un fournisseur d'accès à Internet. Il n'y en a pas dans le monde, ça n'existe pas. Je pense qu'on est les premiers à faire ça en Europe. Donc, on crée un fournisseur d'accès à Internet qui s'appelle WorldNet. C'est lui qui en a l'idée. Et donc, je le rejoins, je le finance, je comprends. Et puis tout doucement, ça se développe, ça marche, ça cartonne, mais c'est plutôt des scientifiques qui utilisent ça. Il faut savoir que le web n'existe pas quand on se lance, donc c'est des échanges de fichiers. On est en quelle année là? 92, 93, ouais. Donc c'est IRC, ouais. C'est des trucs qui existent toujours, mais des trucs de chat complètement obsolètes. Ouais. C'est des trucs pour aller chercher des bases de données, il y a l'email qui existe. Et sur la base de ça, ça va se développer, ça a commencé à fonctionner, on va aider d'autres sociétés à créer leurs propres fournisseurs d'accès. On va leur vendre la prestation pour qu'ils créent leur fournisseur d'accès à Internet. Et puis en 98-99, je recréais un nouveau fournisseur d'accès dit gratuit et ça va être Free. Et donc on va recréer un autre fournisseur d'accès et ça va être Free en 93 en essayant de se dire c'est pas un modèle publicitaire, c'est un modèle plus télécom. On va fournir un service et puis Free va cartonner, va exploser. Puis on va avoir une autre idée qui va être la chose suivante, c'est de dire vous allez maintenant avoir une connexion permanente chez vous grâce à la DSL. Et sur cette connexion permanente à la DSL, qu'est-ce qu'on est capable de faire passer? On est capable de faire passer la télé, le téléphone, et on va inventer le concept de box et de triple play en 2002. Je vous ai fait un super résumé de 10 ans là. C'est super intéressant et j'ai 4 relances possibles. Allez-y, on fait les 4. Non, justement, sur la box, c'est un concept qui effectivement n'existait pas, qui a été amené. C'est quoi l'origine de la box? L'idée de la box, c'est tout bête. Ça consiste à dire,
L'accès à Internet, aujourd'hui, il vaut 45 €. La télé, vous payez 30, on est dans les années 2000. L'accès à Internet coûte 45 €. La télé coûte 30 € et le téléphone coûte 30 €. Moi, je vais vous mettre tout ça dans un seul et même package et je vais vous vendre ça 30 €. Et donc, ce truc est révolutionnaire parce qu'on divise par 3,5 les prix à ce moment-là, donc quand on se lance. Et c'est une révolution technologique parce qu'on invente l'électronique qui permet de mettre en œuvre ça. Et de cette époque-là, on est le seul opérateur dans le monde qui fait lui-même son électronique et 100% de son software. Et qu'est-ce qui permet à cette époque-là déjà de casser les prix comme ça? Est-ce que tout le monde faisait que de la marge sur le dos de tout le monde? Qu'est-ce qui se passe commercialement? Déjà, il y avait une très forte marge de nos concurrents. Et nos concurrents forçaient un peu sur leur marge parce qu'ils voyaient ça comme un produit émergent. Et donc, un produit émergent, l'usage, c'est de le vendre cher. Nous, on pense qu'au contraire, un produit émergent, c'est de le vendre tout de suite très peu cher. C'est de le rendre massif, de permettre un déploiement très très fort. Donc, on a cette différenciation-là. On est une start-up. On est dans un mode de copains. On est une boîte que technique, on n'a pas de marketing, on a 5 personnes pour développer tout ça, là où en face on a des groupes américains où ils sont des centaines, des milliers, donc on n'est pas du tout sur les mêmes coûts de structure, et puis on cherche à faire une marge qu'on va qualifier de raisonnable. On va essayer d'avoir une marge raisonnable, et puis on y voit un intérêt marketing fort, parce que si on a la meilleure offre, les gens vont la prendre et vont l'acheter, et on va cartonner. Il y a un effet de réseau qui se crée derrière. Immédiatement, de bouche à oreille, on est très tech, on est dans tous les forums tech, les gens on a tous à ce moment-là, au moment de la création, ça s'est créé que sur une base technique. On n'a personne au marketing, 0 personne au marketing. Ah ouais. On a une personne qui s'occupe, on a 3617 Annu, un super site Minitel qui cartonne d'annuaire. On a ça et la personne qui s'occupe de 3617 Annu va s'occuper un peu de free. Mais c'est exactement la manière dont on va faire ça. On a 0 marketing. Tout au début, on n'a pas trop de support. On n'avait pas pensé qu'il allait y avoir des problèmes techniques, mais c'est pas très grave. Et on a plein d'éléments comme ça. On fabrique nous-mêmes nos équipements, on déploie nous-mêmes nos réseaux et on fait ça à des coûts complètement minimes, ce qui nous permet, quand on vend ça à 30 €, d'avoir une marge où on s'en sort. Et de rafler le marché. Je vais revenir rapidement sur l'école. Parce que vous avez un lien très très fort avec l'école, avec la création de l'école 42, l'EMI, l'école européenne des métiers de l'Internet aussi, et cet aspect très auto-apprentissage où finalement les gens vont trouver de l'info et un peu apprendre par eux-mêmes. Moi, ça me parle et j'ai des questions là-dessus parce que je suis issu de cette génération. Je suis issu de cette génération de vingtenaires qui, moi, aujourd'hui, l'existence même de cette chaîne YouTube vient de Vidéo Copilot, un site internet qui apprenait à faire des effets spéciaux sur After Effects. Et donc voilà, moi, je viens de cette génération-là où j'ai appris les 3/4 de ce que je sais avec des tutos sur Internet. On est au début des années 2010 et quelques. Je voulais avoir votre vision là-dessus, votre vision de l'école. Moi, c'est un endroit où je me suis jamais senti bien. Les études, j'en ai pas fait beaucoup. Et je voulais voir un peu qu'est-ce que vous vouliez apporter là-dessus et est-ce que vous pensez finalement que on est à l'époque des tutos YouTube. C'est quoi la place de l'école là-dedans? Alors, le premier élément, c'est que je n'ai fait que renouveler, que reproduire dans ces écoles quelque chose qui se rapproche de mon propre modèle, c'est-à-dire essayer d'apprendre par soi-même et non pas de se prendre du savoir comme ça, en gros bloc, très chiant. Et c'était quoi le problème? C'était quoi le problème complètement pratique? C'est que je ne sais pas aujourd'hui, à l'époque de TikTok, où au bout de 15 secondes, quand on a marre, on passe à la chose suivante, comment on peut supporter, si vous êtes en maths sup et vous faites des maths, 8 heures d'affilée d'une démonstration mathématique. C'est pas valable pour tout le monde. Il y a peut-être des gens qui sont capables de le supporter. Moi, je n'en étais pas capable. J'étais déjà dans un monde peut-être de zap, et je pense que beaucoup de gens ne sont pas capables de le supporter. Et donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable de créer ou d'inventer des écoles dans lesquelles l'apprentissage va être fait d'une manière dans laquelle on va apprendre ensemble, on va apprendre au travers de tutoriels, on va apprendre en échangeant, on va apprendre tout seul en allant sur YouTube, on va apprendre tout en allant tout seul sur Google, on va apprendre par soi-même. Et ce qui me paraît incroyablement plus important, ce qui est important, c'est d'apprendre à apprendre et non pas le savoir formel. Et voilà. Et donc, j'ai créé des écoles avec d'autres. On a créé des écoles où l'idée, c'est vraiment de faire des choses comme ça. Donc moi, j'ai pas de contestation de l'école telle qu'elle existe. Je pousse mes enfants à faire des grandes écoles s'ils en sont capables. Et les 2 plus grands en ont été capables, donc bravo à eux. Mais leur mode de fonctionnement n'est pas le mien. Et moi, je n'étais pas capable de recevoir ça. Et je pense qu'on est capable d'avoir des centaines de milliers de jeunes chez qui ça ne marche pas. Et on a un problème parce que, d'une autre manière, ah ouais, mes fils, c'est des enfants. Mes enfants, ce sont des enfants privilégiés. Ils vont pouvoir faire des grandes études. Mais si vous venez d'un milieu moins privilégié, c'est moins accessible parce que vos parents ne vont pas vous avoir payé des cours supplémentaires quand vous étiez jeune pour être capable d'être au niveau, parce que vous êtes dans un quartier où potentiellement les professeurs sont moins bons que dans d'autres quartiers. Et donc,
Ma volonté, c'était aussi de dire, est-ce qu'on n'est pas capable d'aller chercher des talents, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait de meilleurs talents dans le 16e arrondissement que dans l'endroit le plus pauvre du 93. Il n'y a pas de raison logique à ça. On est tous égaux, hein, normalement. En tout cas, c'est quelque chose que je crois profondément. Et à partir de ce moment-là, c'est simplement que ces talents-là ne sont pas accompagnés, ne sont pas identifiés. Est-ce qu'on est capable de les identifier et de leur apprendre différemment ou de leur permettre d'apprendre différemment. Et puis dans le même temps, le code informatique, je sais que si on ne sait pas faire grand-chose d'autre, on est capable de savoir coder ou on est capable d'apprendre à coder. Et on peut s'en sortir financièrement. Voilà. Donc en mélangeant tout ça, ça crée les écoles qu'on a pu créer. Donc en fait, c'est une option supplémentaire, plus qu'un remplacement. Ou plus Moi, je ne cherche pas à remplacer. Moi, je suis pour la liberté. Donc Ouais. quand on est pour la liberté, je ne cherche pas à remplacer qui que ce soit. Je dis juste qu'on crée une autre option. Ok. Et cette option a permis aux autres écoles payantes d'informatique de cartonner. L'école 42, par exemple, est une école gratuite. Ça a permis aux autres écoles payantes de cartonner parce qu'on a popularisé la manière dont on était capable d'apprendre le code. Tant mieux pour elles. Et on continue de faire nos écoles gratuites dans lesquelles on a, 4000 élèves aujourd'hui à Paris. On arrive à une question qui, moi, me passionne particulièrement. On va parler des médias, ce qui est, moi, mon boulot et ce que j'adore analyser toute la journée. Aujourd'hui, on a un public sur Internet qui est en forte augmentation. On est vu par des millions de gens tous les mois, encore plus pour les gens qui ont la chance d'avoir encore plus de succès que moi. Ça comptabilise beaucoup de gens. Et vous avez toujours été super intéressé par les médias, que ce soit à l'époque avec le Minitel, que ce soit littéralement dans les médias aujourd'hui, avec le groupe Le Monde notamment. Alors, ça vous a valu pas mal de critiques aussi dans votre vie. Moi, la question que je voulais vous poser, elle est différente. Je voulais vous demander, à l'heure justement de plein de petits médias décentralisés, moi, plein d'autres gens qui font des podcasts, qui font des talk shows, etc. C'est quoi la place d'un grand groupe média ? Est-ce qu'ils réussissent à s'adapter à ce monde-là ? Et est-ce que l'impact, finalement, d'être à la tête d'un grand groupe médiatique va baisser dans les années à venir parce que, justement, les gens consomment du contenu à des endroits différents et de façon différente ? Alors, je crois un truc, je pense que s'il y a de la valeur ajoutée, si on est capable de donner quelque chose, ça a de la valeur. Et s'il y a de la valeur, il y a des gens qui sont capables de payer directement ou qui sont capables de regarder et donc à partir de ce moment-là, de payer au travers de la publicité ou d'une autre manière. Mais il faut avoir de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que si je prends une info brute et j'essaie de la rediffuser, on n'en a rien à faire. Donc il faut de la valeur ajoutée. Ensuite, le support, je trouve assez peu important. C'est-à-dire que vous l'imprimiez, cette valeur ajoutée, que vous l'ayez en papier ou en digital, peu importe, il y a des gens qui sont prêts à la payer. Ensuite, vous évoquez le sujet d'un grand groupe. Mais un grand groupe, c'est une multitude de petits titres. Si vous prenez le groupe Le Monde, vous avez le quotidien Le Monde, vous avez le supplément du week-end, vous avez des tonnes d'extensions. Et puis dans le groupe Le Monde, vous avez aussi Télérama. Et puis dans l'univers du Monde, vous avez aussi l'Obs. Et tout ça, c'est une réunion de petits médias. Parce que ça reste, les métiers des médias, ça reste pas des métiers très, très importants en termes de chiffre d'affaires. Le groupe Le Monde, ça doit être, 20 ou 30 fois plus petit que Free. Donc, si vous voulez, l'ordre de grandeur est celui-là. Mais moi, mon sujet, c'est comment on aide des gens à créer de la valeur ajoutée et comment on est capable de les accompagner et comment on est capable de se débrouiller pour qu'ils gagnent leur vie. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Et après, je peux être actionnaire de Brut. Brut, pareil, c'est une autre forme de média. Ils ont leur propre ligne éditoriale. C'est plus moderne, ça correspond probablement plus à ce que vous faites ou ce que vous connaissez ou ce que vous appréciez. Mais il en faut pour tous les publics, parce que vous avez un public pour Le Monde, vous avez un public pour l'Obs, vous avez un public pour Brut, vous avez un public, dont moi, pour ce que vous faites. Et à partir de ce moment-là, on additionne des choses. Et c'est ce qui fait une diversité. Mais je pense que le sujet de fond, c'est est-ce qu'on est capable de donner de la valeur ajoutée ? S'il s'agit de reprendre des dépêches AFP, de mettre de la vidéo avec de l'IA automatique et de les mettre sur les réseaux sociaux, là, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et là, ça va être dur. Sauf si on est capable d'inventer quelque chose, si on est capable d'avoir l'info en premier, de créer l'exclusivité. Mais il faut qu'on ait quelque chose de différent, qu'on soit capable d'amener un plus. Ensuite, la taille du groupe, c'est un faux problème. C'est une multitude ou c'est une succession de petits formats. En fait, on revient à la question des écoles, finalement. Il y a plein d'options de consommation différentes pour plein de types de consommateurs différents. Est-ce qu'il n'y aura pas une passation à un moment donné de se dire, Le Monde, peut-être qu'il faut qu'ils fassent des live Twitch, peut-être que... Mais ils le font. Le Monde sur Snapchat est un énorme succès. Ça peut paraître contre-intuitif, mais Le Monde sur c'est là où je voulais vous amener justement, de voir les nouveaux usages de ces anciens médias. C'est un nouvel usage. Et vous additionnez des nouveaux usages. C'est l'usage de Twitter pour d'autres. Si vous avez de l'intelligence, vous aurez des acheteurs. Et à la limite, le support n'est pas important. Aujourd'hui, il y a plus de gens qui lisent Le Monde en digital que sur la partie payante que Le Monde en papier. Et un jour... pendant longtemps, le papier a été vu comme le parti cheap et le digital, la partie élevée. Et je pense que dans la durée, ça sera très cher. C'est très cher d'imprimer du papier. Et dans la durée, le papier, ça sera le premium.
le moyen premium de consommer ce média, et le digital sera moins premium. Parce que ça coûte, mais c'est logique, ça coûte plus cher de produire du papier que de produire du digital. Vous êtes un nom qui fait beaucoup parler, mais est-ce que justement, il y a des gens qui ont utilisé votre nom pour des trucs auxquels vous n'étiez pas du tout prêt? J'ai eu déjà, il y a eu énormément de fraudes de gens qui ont utilisé mon nom pour créer le placement secret de Xavier Niel qui l'a rendu milliardaire. Le truc était hallucinant. Ça. Vous allez en trouver plein en Saint-Jean, la Une du Monde ou des trucs comme ça, Quotidien, etc. Donc on a déposé des plaintes, ça venait du bout du monde, mais c'était des gens qui vendaient frauduleusement des choses. Donc ça existait, c'était frauduleux. Et une fois, je monte dans un taxi, et le taxi me dit « Monsieur Niel, j'ai tout perdu ». Comment ça? À cause de vous, vous m'aviez conseillé le... Mais comment ça? J'ai vu votre site web, j'ai ouvert un compte, on m'a fait virer 2 fois de l'argent, j'ai tout perdu. Vous saviez que c'est pas moi? Il me dit « Ouais, j'ai déposé plainte, donc maintenant je sais que c'était pas vous, mais j'ai cru que c'était vous ». Et donc ça a vraiment poussé des gens qui ont fait ça. Et j'étais pas le seul, je pense. Et ils ont utilisé des dons pour les mettre en avant, le placement secret de un tel ou un tel. Le truc n'était pas sympa. Et au final, du coup, maintenant, c'est offline. J'ai plein de... Peut-être ça existe toujours, je les vois pas, mais on a déposé plainte, mais les gens s'en foutent. Ils sont complètement offshoreisés et éloignés du problème. Je vais revenir un peu sur ce que vous faites en tant que business angel. Vous avez fondé Station F, le plus grand campus de start-up du monde à Paris. Pourquoi est-ce que ça vous tient à cœur et qu'est-ce que vous voyez particulièrement dans cet écosystème? Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours l'ascenseur social. C'est-à-dire de se dire, je viens... Bien ça. Un peu, j'essaye, c'est mes racines, mais je viens d'un endroit, j'ai eu une chance. Je viens de Créteil. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis né dans un milieu moyen, modeste. Et j'ai eu la chance de réussir ma vie. J'ai réussi ma vie par 2 éléments, le code informatique et l'entrepreneuriat. J'essaye de me dire, est-ce que je peux pas essayer d'autres personnes de faire fonctionner l'ascenseur social? En France, on croit qu'on est un pays égalitaire, mais on en est en dernière position de l'OCDE en termes d'ascenseur social. On a un ascenseur social qui marche pas. Si je peux utiliser un peu de ce que je connais, ce que je sais, un peu d'argent pour essayer de créer des initiatives, pour avoir plus de gens qui savent coder, pour avoir plus de gens qui créent leur entreprise, dans ce cas-là, je suis content. Si ça marche, tant mieux. Si ça a un impact, je suis d'autant plus heureux. Et c'est ce que je fais et ce que j'essaie de faire avec cet argent. On va voyager dans le temps 2 minutes, jusqu'il n'y a pas si longtemps, fin 2023, où vous lancez Qtai, un laboratoire de recherche en intelligence artificielle avec Roldolf Saadé et Eric Schmidt, ex-Google. Donc, vous semblez vouloir aider la France sur l'IA, en tout cas pousser pour qu'on fasse de l'IA en France. Quel est le projet du laboratoire et surtout, est-ce qu'il y a un espoir, c'est vraiment la question que je vais poser, est-ce qu'il y a un espoir de concurrencer les géants américains? Est-ce que depuis ChatGPT, c'est pas trop tard finalement? Le premier sujet, c'est que si on n'essaye pas, on n'a aucune chance de les concurrencer, les géants américains. C'est tout ce que je sais. Dans le temps, il y avait une publicité pour le loto, 100% des gagnants ont joué. Si vous ne jouez pas, vous n'avez pas de chance de gagner au loto. Donc qu'est-ce que l'on fait ou qu'est-ce que l'on souhaite faire? Aujourd'hui, on sait que tous les talents, la plupart des grands talents de l'IA au monde ont été formés dans des écoles françaises. À Polytechnique, dans un MVA à Cachan, alors c'est maintenant, mais ils viennent de là, ces talents. Et c'est eux qui ont fait les plus grands modèles des boîtes américaines, voire peut-être en Asie, c'est moins transparent. Et donc l'idée, c'est de dire comment on est capable de, garder ces talents. Pour garder ces talents, il faut plusieurs choses. Il faut qu'on soit capable d'avoir des supercomputers, des ordinateurs suffisamment puissants pour leur permettre de mettre en œuvre leur recherche. Donc on a investi pour acheter ces super ordinateurs, les garder en France, on les achète chez Nvidia, mais on a probablement la plus forte puissance de calcul privé en Europe. C'est hébergé chez vous? C'est chez nous, c'est en France. Ok, ça on a fait ça. Ensuite, on s'est dit, il faut qu'on investisse dans des startups parce qu'il faut que nos startups elles restent ici. Et donc on a investi, on a participé, on a tenté d'aider à la création d'équipes dans l'IA. Et donc on a aujourd'hui des dizaines de startups dans l'IA qui sont en France, qu'on a financé et on continue d'en financer, on continue d'en voir et on a envie de continuer à en financer et en voir. Il y en a qui cartonnent au niveau mondial, on parle toujours de Mistral. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont exploser que l'on voit aujourd'hui, mais on essaie de les accompagner. Et puis un troisième élément, c'est de dire, ok, mais malgré tout ça, il y a peut-être des chercheurs qui vont partir à l'international et au-delà de ça, est-ce qu'on a envie de dépendre d'algorithmes qui sont des algorithmes faits dans d'autres pays et qui ont des biais, parce que les algorithmes ont des biais. Et donc on a créé un laboratoire dans lequel on a dit, on va payer convenablement ces chercheurs pour qu'ils restent ici, on va leur donner une très forte puissance de calcul et on va leur demander de sortir des choses exceptionnelles. Alors vous allez voir au mois de mai ou fin mai ou début juin, on va sortir quelque chose d'exceptionnel, je ne vais pas vous dire tout de suite quoi, mais on va sortir quelque chose d'exceptionnel parce qu'ils ont créé quelque chose d'exceptionnel. Et on a eu cette idée-là, il y a un garçon qui s'appelle Rodolphe Saadé, qui est une société de transport maritime, et qui nous dit, moi j'ai envie de vous accompagner. Mais on n'est pas du tout habitué en France, que nous on a donné 100 millions, on n'a aucun retour financier. On n'est jamais habitué en France qu'il y ait des gens qui disent nous aussi on met 100 millions.
Rodolphe met 100 millions, et puis Eric Schmidt nous dit je mets de l'argent, et puis d'autres copains mettent de l'argent, et on arrive à financer 300 millions d'euros dans cette fondation avec pour finalité d'aider l'écosystème. Alors justement, vous dites on n'a pas l'habitude, et c'est très précis parce que vous avez cité notamment Mistral, qui est une boîte d'IA française très reconnue, mais justement, c'est là où je me disais, est-ce que c'est possible de concurrencer les gens américains, parce que même Mistral, son investisseur principal, c'est A16Z, qui est un fonds américain. Donc on se retrouve finalement, même quand on a des boîtes françaises, ils ont des fonds américains, on s'en sort jamais. Moi j'ai de l'argent chez eux. J'ai de l'argent chez eux, donc en fait c'est de l'argent français, ça tourne. Je mets mon argent chez eux, eux investissent Mistral, ça va. Et puis les premiers investisseurs aujourd'hui, les plus gros investisseurs de Mistral, ils sont français, qui sont là historiquement, qui étaient là au début. Et puis, vous avez surtout les fondateurs qui sont là, qui sont des génies et qui sont toujours là et qui contrôlent toujours la boîte. Ça reste une boîte française. Oui, évidemment, ils achètent leur cloud aux US, ils sont diffusés principalement aux US. Mais à la limite, c'est bien. Ça veut dire que des Français sont en train de manger le marché américain. Moi, je préfère dans ce sens-là. Je préfère qu'eux soient là-bas plutôt que d'avoir nos amis américains qui soient là. Et les télécoms, c'est aussi des conflits. Et je vais vous ramener en 2013 sur une histoire qui m'avait passionné à l'époque. La guerre ouverte entre Free et Google de 2013. Alors, pour le contexte, à l'époque, certains sites comme YouTube sont plus lents chez Free que chez d'autres opérateurs, à cause notamment de contrats qu'on appelle des contrats de peering. Et je vous laisserai expliquer ce que ça veut dire. Ça permet aux deux réseaux de s'interconnecter plus facilement. La guerre escalade et Free va activer sur les Freebox une arme secrète, un blocage total des publicités pour les utilisateurs de Free pour répondre à Google qui voulait faire payer à Free ce fameux peering. Alors c'est un truc que les gens comprennent pas forcément parce que c'est très technique et pourtant sans ces accords il y a certaines parties d'internet qui peuvent plus fonctionner correctement. On l'a vu du coup en 2013. À l'époque ça avait fait beaucoup parler. Maintenant on est 11 ans plus tard. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus et nous expliquer ce chapitre et ce qui s'est passé en off chez Free à ce moment-là? Alors le peering c'est quoi? Le peering c'est la possibilité pour tous les sites internet du monde d'être connectés et visibles de partout. Alors, comment ça marche? Typiquement, vous allez dire à quelqu'un qui a un site web aux US, écoute, tu vas payer une connexion jusqu'au milieu de l'Atlantique, moi je vais payer une connexion jusqu'au milieu de l'Atlantique, je vais t'envoyer tant de trafic, tu m'en envoies tant, et on a un trafic équilibré. Et donc, chacun va payer son bout et on va échanger. Et Internet est né là-dessus. Et puis, tout le monde s'interconnecte dans tous les sens, donc ça crée un réseau très sécurisé, difficile à détruire, à l'époque, parce que vous avez personne qui concentre beaucoup de trafic. Il y a une dizaine d'années, on a quelques grands sites qui commencent à concentrer énormément de trafic. Typiquement, Google avait un trafic assez faible, c'était du texte, mais avec YouTube, on se met à avoir un trafic significatif parce que les vidéos arrivent. Et les vidéos, elles viennent que dans un sens. On envoie du trafic que dans un sens. Et donc, la logique consiste à dire, moi, je veux bien payer un tuyau énorme jusqu'au milieu de l'Atlantique pour choper tes vidéos, mais j'ai un problème, parce que je paye un énorme tuyau, mais le trafic que je t'envoie n'est pas égal au trafic que tu m'envoies. Donc c'est déséquilibré. Et historiquement, à partir du moment où c'était déséquilibré, un des acteurs payait un autre acteur. Sauf que Google et YouTube, à ce moment-là, dit « Non, mais moi, ça a beau te déséquilibrer, tes abonnés, ils ont tellement envie de voir YouTube que tu vas aller te faire voir, et je ne vais pas financer le tuyau jusqu'à chez toi. Je ne vais pas financer le tuyau jusqu'à chez toi. De toute manière, tu vas finir par te coucher, parce que tu n'auras jamais les coucougnettes de couper quoi que ce soit, et de couper mon trafic, et tu n'auras pas les coucougnettes de couper YouTube. » Non, on n'aura pas les coucougnettes de couper YouTube, mais on est, encore une fois, très technologique, et je vais bloquer tes pubs. Et donc, on arrive dans un truc absolument incroyable. Donc, on arrive à couper la pub. En fait, on intègre dans la box des bloqueurs de publicité tels qu'ils peuvent exister aujourd'hui, mais on va l'intégrer dans la box, ça va être automatique. Et en fait, on va tomber dans un truc incroyable, c'est que le lobbying de Google est plus fort en France que le nôtre. C'est-à-dire qu'il y a même la ministre à l'époque qui sort en disant non mais c'est un scandale ce que fait Free. Attends, c'est pas un scandale ce que fait Free. On bosse pour d'autres pays et toi tu vas défendre des Américains. Qu'est-ce que tu nous fais là? T'es pas sérieuse. Et donc en fait on va se taper une pression. Après très vite on va tomber d'accord. Déjà parce que nous on a rencontré les gens de chez Google en fin 2019 ou début 2020. On était copains ou plutôt avec le même état d'esprit avec les fondateurs. On avait cherché à faire des choses ensemble. On avait beaucoup aidé à la propagation de Google en France dans les années 2000. Très vite, tout le monde est redevenu intelligent, on a discuté et on s'est dit que le tuyau, on allait trouver une solution. Et on a trouvé une solution, et voilà. Et c'est intéressant, moi ça m'avait beaucoup marqué cette histoire, parce que ces engueulades-là commerciales existent partout, mais c'est très rare que ça parte en public, comme ça. Ou vraiment que ce soit... c'est dans notre nature, c'est-à-dire qu'on est un peu entier, et on va à fond dans nos sujets, mais on est encore comme ça, on peut être encore extrême sur des sujets où on n'a pas peur de se prendre la tête avec des gens, etc. Mais c'est dans notre nature, je pense que c'est dans notre caractère. Je pense qu'on vieillit, peut-être moins qu'avant, mais moi j'aime bien ça. Il faut à un moment être capable d'externaliser notre conflit, de donner nos arguments, que l'autre partie donne ses arguments, et qu'on soit capable d'échanger. En fait, je crois qu'on aime bien, c'est prendre
prendre le public, pas en otage, mais de prendre le public en témoin. C'est vraiment le sujet, de se dire, voilà ce qu'on a fait. Et nous, on pense qu'on est légitime à faire ça. On n'est peut-être pas légitime, les gens peuvent poster l'inverse, mais souvent, on aime bien le faire comme ça. Alors, c'était donc cette histoire de 2013 moi, qui m'avait beaucoup marqué. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'histoire de Free et même d'autres boîtes auxquelles vous avez participé où vous vous dites, ça, c'était vraiment une super erreur, ou vraiment, c'est quoi avec du recul, où vous vous dites, là, j'aurais vraiment fait les choses différemment? Si j'essaye de m'auto-juger, je suis désolé, et de juger un truc chez moi qui est une de mes caractéristiques, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'optimisme permanent. Mais au-delà de l'optimisme, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que j'ai un cerveau qui gomme tout ce qui n'a pas marché. C'est-à-dire que le truc est horrible. C'est-à-dire que quelqu'un est parti de chez Free, je me suis engueulé avec lui, ça n'a pas marché, tant pis pour nous, et tant pis pour lui, et tant pis pour tout le monde. Mais 2 ans après, je ne me souviens plus de cette personne. Et si je m'en souviens, je ne me souviens pas qu'on s'est pris la tête. Et donc, j'ai un cerveau qui efface les mauvaises nouvelles. Donc, le truc est comme ça. Alors, parfois, quand ça peut être très marquant, ça peut continuer et ça peut me marquer, mais je suis allé en prison. Donc, ça, évidemment, j'ai fait des bêtises pour aller en prison. C'est pas top. Donc, oui, j'ai fait des trucs. Mais si vous voulez, la plupart des petites erreurs ou des erreurs pro, je les ai oubliées. J'ai toujours l'impression que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Mais j'en suis sûr d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'ai l'impression, j'en suis sûr que demain ça sera mieux qu'aujourd'hui. Parce que demain c'est toujours mieux qu'aujourd'hui. Et je pense souvent l'inverse de ce que peuvent penser les personnes qui vous disent c'était mieux avant. Moi je pense que demain c'est vachement mieux, c'est toujours mieux. Vous avez souvent des sorties médiatiques qui sont très commentées. Il y a 2 extraits que moi je voulais commenter avec vous. Le premier est récent, on l'écoute tout de suite, c'est celui-ci. Alors attendez, alors là moi je marche sur la lune. Déjà je parle pas français. Vous êtes en train de me dire augmentez vos prix? Alors là franchement, mais allez devant la représentation nationale, allez devant les Français. Vous m'avez dit vous pratiquez des tarifs extrêmement bas, trop bas. Ah mais on est tous... attendez, je fais mon métier. Alors, comme disait le monsieur derrière, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, on se calme. Un sénateur. On se calme, un sénateur, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cet extrait qu'on voit sur la chaîne des Échos? Pourquoi vous répondez ça? Qu'est-ce qu'on vous demande avant? On n'a pas forcément tout le contexte des auditions du Sénat, etc. Qu'est-ce qui se passe dans cet extrait? On a régulièrement des auditions des sénateurs et des députés. C'est plus ou moins volontaire. Parfois c'est un peu obligé, parfois c'est volontaire. Et dans le cas présent, il y a un sénateur qui me reproche de pratiquer des prix trop bas, et donc il n'y a plus assez d'argent pour l'investissement en France dans les télécoms. Et on était à l'époque d'une forte inflation, hein, c'est à ce moment-là, elle a rebaissé depuis, mais on était à une très forte inflation, et en fait on me reproche de garder des prix fixes, de maintenir nos prix. Et ça me paraît tellement aberrant d'avoir en face de moi des représentants des Français qui vont me dire montez vos prix, parce que les représentants des Français, logiquement, hein, et j'ai peut-être pas compris ce qu'il m'a dit, logiquement, leur sujet, c'est tenter de garder un maximum de pouvoir d'achat pour les Français. On est le matin, je me suis levé tôt, je suis de mauvais poids, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et je m'énerve un peu, mais pas très grave. C'est quoi le rapport avec l'investissement? En fait, quel lien il faisait? Parce que je comprends pas. Il dit, à partir du moment où vous pratiquez des prix trop bas, vous ne générez pas assez d'argent, vos concurrents sont obligés de pas trop monter leurs prix, et à partir de ce moment-là, vous avez moins d'argent pour investir. Vous investissez pas assez. Ouais, et puis vous empêchez le marché d'investir, parce que si vous augmentez vos prix, les autres vont les augmenter. Évidemment, si je double mes prix, on va faire beaucoup plus d'argent, mais la réalité, est-ce que ça a un impact sur l'investissement? Je suis pas sûr, mais je suis beaucoup plus riche. Ouais. Ok. Mais c'est bien aussi, hein, je suis d'accord. Mais ça me paraît pas être la bonne personne pour me le dire. Notre sujet, c'est toujours la même chose. C'est comment on est capable d'inventer des produits qui sont extrêmement avantageux pour les consommateurs. Donc, comment on est capable d'avoir un pouvoir d'achat qui augmente grâce à Free? Et je pense que c'est ce qu'on a apporté depuis 25 ans. Avec le mobile, on a rendu, je pense, cumuler des dizaines de milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français. Ça ne nous vaudra aucune médaille, aucune félicitation, rien du tout. Mais c'est un élément de fierté, même en interne chez Free. C'est-à-dire de se dire que nous, tout seuls, on a été capable de rendre probablement des dizaines de milliards d'euros de pouvoir d'achat dans la durée aux Français. C'est un truc d'incroyable. Et on en est très fiers. Et parce que quand vous faites ça, vos concurrents, vous leur permettez pas de monter leur prix comme ils souhaitent. Péter les prix, c'est dans l'identité, ça le restera. On n'est pas contre. C'est un des trucs de Free. Il y a un jour, on m'a demandé vous la retrouvez, la vidéo, elle est en ligne, on m'a dit, mais si le jour où vous décéderez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on écrive sur votre tombe? Et j'ai répondu, il a cassé des monopoles. Ça, j'ai adoré ça toute ma vie. On l'a fait dans le renseignement sur les sociétés. On l'a fait dans plein de domaines et on a adoré ça. On l'a fait dans l'annuaire. On l'a fait dans l'internet. On l'a fait dans la téléphonie mobile. On a adoré ça. J'ai une question en lien à ça. La relance est incroyable. Si vous disparaissez ou non, d'ailleurs, je vous le souhaite pas. Qui serait un super patron de Free à part Xavier Niel? Plein. Enfin, je le souhaite. Je sais pas. Vous savez, c'est une société. Ça naît, ça grandit. Puis ça disparaît, donc je ne sais pas si c'est éternel, ça c'est le premier élément. Donc je souhaite que Free vive le plus longtemps possible et j'espère qu'ils arriveront toujours à se renouveler
pour le faire. Aujourd'hui, je suis déjà plus le patron de Free, je suis la façade de Free, mais il y a un garçon qui s'appelle Nicolas Thomas qui s'en occupe et qui s'en occupe incroyablement bien. Alors, c'est pas lui que vous voyez, mais c'est lui qui fait tourner la maison tous les jours. Alors, j'y suis, je m'occupe de sujets marketing, je m'occupe des nouvelles box, je m'occupe d'un certain nombre de sujets. Et c'est lui qui les fait tourner. Donc, je sais que déjà, j'ai cette image d'être la personne qui fait marcher Free ou d'être le patron de Free. Vous n'êtes plus à l'opérationnel. Je suis à l'opérationnel, mais plus peut-être comme j'étais il y a 25 ans. Voilà, et puis ça fait partie des choses différentes. Là, quand je venais ici, il y a quelqu'un qui me... sur TikTok, il y a quelqu'un qui fait une vidéo et qui dit ma Freebox Ultra marche pas. Je lui fais un message, je lui réponds 2 fois dans les commentaires sur TikTok. Je récupère son email, je lui fais un email. Il me dit non, mais c'est pas vous. Je dis si, c'est moi. Donc j'étais obligé de faire une vidéo. Moi, c'est Xav. C'est moi. Je vous donnais ses coordonnées, vous checkerez. Je lui ai fait une vidéo tout à l'heure en venant ici. Non, c'est vraiment moi. Je suis vraiment désolé. Et voilà, il me dit non, de toute manière, ça peut pas être vous. Il a 1,5 million de followers sur TikTok. Mais bien sûr que c'est moi qui t'écris. Pourquoi tu veux que ce soit qui? Il y a une deuxième phrase que je vais vous montrer, un deuxième extrait vidéo. Et cet extrait vidéo, juste pour mettre un tout petit peu de contexte, j'en ai déjà parlé dans des lives notamment de ce moment-là, parce que pour moi, c'est un moment hyper marquant dans les télécoms, dans l'entrepreneuriat français. C'est une phrase qui m'a beaucoup marqué depuis plus de 10 ans et pourtant qui est passée, je trouve, relativement inaperçue. Alors, on va la regarder tout de suite. C'est beaucoup plus court. On est il y a, je crois, un peu plus... Je suis à l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale. Vous êtes sur une keynote de Free et vous êtes en train d'annoncer Free Mobile. Ah, on fait de la marge quand même. Voilà. Et la phrase, c'est celle-là, la fameuse. On fait de la marge là, hein. On fait pas de perte. Je suis un peu énervé là encore. On fait de la marge. C'est très court, ça dure 4 secondes. Et moi, cette phrase, je l'ai vue quand j'étais ado, je m'en souviens encore. Et c'est un des trucs que j'ai trouvé le plus dingue. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est revenir du coup aux origines de cette phrase. Pourquoi est-ce que vous êtes super combatif, agressif sur scène? Qu'est-ce que vos équipes vous disent avant de sortir ça? Est-ce que c'est répété? Et en off surtout, question subsidiaire très intéressante. Est-ce que vous avez d'autres patrons d'opérateurs qui vous envoient des SMS pour vous dire tu fais chier quand même, arrête de faire des trucs comme ça. Enfin, c'est quoi le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé? Le contexte, c'est que déjà, il y avait que 3 opérateurs de téléphonie mobile et que ces 3 opérateurs de téléphonie mobile ont abusé. C'est-à-dire que Bouygues, SFR et Orange, a priori, je crois qu'ils ont été condamnés, se sont entendus. C'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord pour maintenir leur part de marché, maintenir des prix élevés. Ils ont été condamnés, vous pouvez retrouver la condamnation à des centaines de millions d'euros d'amende, on va retrouver des papiers qui sont échangés. Donc les 3 se sont entendus. À partir de ce moment-là, l'État, l'autorité de la concurrence et un certain nombre d'organismes ont dit il faut qu'on ait une vraie concurrence dans ce marché parce qu'il n'y a pas une vraie concurrence. Et il faut faire entrer un nouvel acteur. Et donc on va se battre pendant des années pour être ce nouvel acteur. Et ils vont nous faire des blagues pas sympas pendant des années pour nous empêcher d'arriver. Sans limite, ils vont commander des études, il y a une étude qui s'appelle TSF, tout sauf Free. Ils vont faire et mettre en œuvre plein de choses pour qu'on ne puisse pas émerger. Et puis on va arriver et on va se lancer. Et puis au moment de se lancer, il y a toujours un peu d'angoisse. Et si on s'était trompé? Et si en fait, ce que l'on pense, on pense que le prix c'est important, que la data c'est important, mais peut-être qu'on s'est trompé, peut-être que les Français ils s'en moquent d'avoir de la data, peut-être qu'ils s'en moquent de payer des bas prix, peut-être qu'on se trompe complètement. Et si on s'était trompé? Et donc, vous faites une présentation, et là, vous avez la pression de plusieurs années, où on a cherché par tous les moyens à vous empêcher, sans limite, à vous empêcher d'arriver. Vous avez un texte, mais vous arrivez, vous avez l'adrénaline, vous avez envie que ça marche, parce que vous le faites pour nous, vous le faites pour Free, mais vous le faites pour toutes les équipes qui ont bossé les 4-5 ans avant pour réussir à faire marcher ça. Vous faites ça pour vos proches, vous faites ça pour tout le monde, vous faites ça pour les Français, et vous avez envie que ça fonctionne. Et quand vous êtes comme ça, vous allez forcer le trait. Et donc, bien sûr, tout le monde va vous avoir dit ils vont jamais faire de marge. Ils ne feront jamais de marge. Oui, on fait de la marge. Donc, si vous voulez, je le dis là calme, parce qu'on est 12 ans après, et ça me touche toujours. Mais sur l'instant, vous êtes exaspéré. Et comme on est exaspéré, vous forcez le trait. Vous jouez avec ça. Vous l'affichez d'une manière plus forte. Voilà. Et donc, ça sort de manière plus provocante. Peut-être probablement plus provocant que j'aurais dû le faire, parce que j'aurais pu dire calmement. Probablement peut-être pas de la manière la plus efficace, parce que quand on est énervé, c'est jamais très efficace, mais avec l'envie que ça marche, parce que je sens sur mes épaules une responsabilité qui me dépasse, parce que ma responsabilité, c'est la mienne, ça c'est facile, mais c'est celle des équipes, c'est celle de la société, c'est celle des Français. Donc en se disant, est-ce qu'on est capable d'amener quelque chose? Et du coup, l'après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été contacté? Il y a eu des choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un de votre équipe qui vous regarde en backstage en train de faire? Non, il y a une paranoïa de fou. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des jeunes, et l'un d'entre eux travaille toujours un peu dans le même secteur que ce que vous faites, travaille avec Squeezie.
il sort une vidéo et ils vont dans une boutique Orange et ils chantent « On vous quitte pour free ». On vous quitte pour free. On vous quitte pour free. Je me souviens de cette vidéo. Et donc ce truc est incroyable. C'est vrai. Et chez Orange, ils ne peuvent pas imaginer une seule seconde, c'est spontané. Donc ils vont déposer une plainte. Ah, ils pensent que c'est vous? Ah bah oui, ils pensent qu'on a payé ces gens-là. Et ils vont déposer une plainte pénale pour les poursuivre pour ça. Ouais. Et donc ils vont avoir des problèmes, être convoqués chez les flics, peut-être des perquisitions, etc. Et ils vont dire, mais non, c'est vraiment nous. C'était vraiment pour déconner, quoi. On était, pour déconner, puis on a été touchés par ce qu'ils ont fait. Ouais. On vous quitte pour free, ouais, on vous quitte pour free. Et donc il va y avoir plein de choses comme ça qu'ils vont mettre en œuvre. Il y a eu des vidéos, vous savez, à l'époque, il y avait les vidéos avec les nazis, avec Adolf Hitler, dans un film, La Chute, il engueule ses équipes autour de lui, et on pouvait rajouter des Oui, sous-titrages. c'est très vieux. Oui, oui, Et ils vont oui. être persuadés que c'est nous qui avons fait ça. On n'a jamais fait ça, on s'en fout, c'est pas le sujet. Et donc, il va y avoir énormément d'éléments qui vont exister où on va nous accuser, où on va penser que c'est nous qui avons créé ou suscité ça. Alors que c'est juste, il y a un truc qu'ils n'ont pas compris à ce moment-là, c'est qu'il n'y a rien de plus puissant que la création spontanée, la liberté des gens. On aurait eu beau l'organiser, ça n'aurait pas été aussi bien. Vous arriverez jamais à mettre 100 mômes ou 50 mômes à aller se promener dans une boutique Orange pour chanter On vous quitte pour free. C'est inimaginable d'être capable de faire ça. Et pourtant, dans leur tête, ça ne peut pas être autre chose parce qu'ils sont tellement persuadés d'avoir raison que ça ne peut pas être autre chose que quelque chose que l'on a payé. Mais il y a aussi un rapport aux réseaux sociaux qui est différent. On est en 2012, Ouais. donc ils n'ont pas forcément encore l'habitude d'avoir des communautés, carrément encore plus autour d'une entreprise. C'est très rare. Dans un Non, sens, puis je on va beaucoup comprends un peu tweeter. leur raisonnement. On va être très Twitter à ce moment-là, on va Ouais. beaucoup tweeter. Et les journaux vont reprendre nos tweets. C'était assez drôle. J'ai envie de changer un petit peu de sujet et de parler de la French Tech, parce qu'il y a beaucoup de marketing et d'investissement public dans la French Tech. Pourtant, on n'a pas de GAFA français et j'ai même envie d'être encore plus précis, on n'a pas de plateforme de contenu française. Instagram, Threads, YouTube, Twitch, Il y a etc. Dailymotion. Il y a Dailymotion. Bon, voilà. Nous, on travaille. D'ailleurs, mon métier, le fait que ma boîte existe dépend entièrement du fait que Twitch, YouTube, Patreon existent. Abonnez-vous sur Patreon, d'ailleurs, si vous aimez ce genre d'entrevue. Je voulais savoir déjà, bon, premièrement, est-ce que vous consommez ce genre de contenu qui vient des plateformes à titre personnel? Est-ce qu'il y a des chaînes que vous aimez bien? Mais surtout, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais réussi en France à construire ce genre de grosses boîtes alors qu'on a tous les éléments? On a des hébergeurs solides qui seraient capables de prendre la charge. On a des chercheurs en mathématiques qui pourraient faire des algos de recommandation. On a des créateurs de partout qui font du contenu. Et pourtant, des plateformes de création de vidéos, en live ou autre, ça n'existe pas. Et je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on n'a pas de masse critique. Et c'est toute l'idée de l'Europe. On n'a pas de masse critique. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur le marché américain, vous êtes sur un marché riche sur lequel vous avez, je sais pas, 300 millions d'utilisateurs potentiels en face. Quand vous arrivez sur le marché français et que vous créez une plateforme en France, vous avez 5-6 fois moins de public visible immédiatement et une monétisation qui est plus faible. Et donc, à partir de ce moment-là, toutes ces plateformes se sont créées dans des pays avec une masse critique significative et après, ont débordé dans le reste du monde. Alors que nous, on partait petit et c'était beaucoup plus dur de déborder dans le reste du monde. Voilà. Mais je crois que rien... Enfin, c'est mon côté optimiste toujours, mais je crois que tout ça n'est pas immuable. La plateforme qui cartonnait hier ne cartonne plus aujourd'hui. Vous aviez Facebook qui cartonnait il y a... je sais pas, 15 ou 15 ans, aujourd'hui, Facebook, vous l'utilisez un peu moins. Vous utilisez une autre plateforme qui vient peut-être de la même entreprise, mais vous l'utilisez moins. Et le monde évolue, c'est pas statique. Rien ne vous dit que dans 10 ans, on utilisera toujours Google comme moteur de recherche ou pas autre chose. Donc ces choses-là bougent et on a toujours notre chance, on a tous notre chance à un moment de recréer des plateformes sur lesquelles on est capable de reprendre la main. Et c'est ce qu'on fait dans l'intelligence artificielle en disant, pour une fois, on part pas trop tard, on a les talents, essayons. Vous y croyez, du coup? Toujours Ouais, optimiste? mais toujours. Ok, très intéressant. On parle des GAFA et on se voit qu'ils se battent tous pour être numéro 1, aller toujours plus loin. En parlant d'aller plus loin, je parlais de la limite absolue, qui est l'espace. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous voyez Elon Musk et tout ce qui se trame autour de la conquête de l'espace? Et est-ce que vous vous y intéressez? Génial et malade. C'est une bonne définition, je pense, pour Elon. On a fait une vidéo sur lui, ça finissait plus par malade qu'autre chose. Mais ça commence par génial. Et puis on peut commencer par malade et terminer par génial. Non, c'est quelqu'un de différent et c'est un entrepreneur incroyable. Il a créé un nombre de boîtes. Dans le même genre, vous avez Jacques Dorsey qui a créé 2 boîtes ou 3 boîtes incroyables. Twitter, Square, Block. Donc vous avez des gens qui sont des génies de l'entrepreneuriat. Après, on a des biais quand on est génial. Donc personne n'est blanc, personne n'est noir, on est tous un peu gris. Alors si vous êtes très très blanc sur un truc, ça veut dire que vous êtes très très noir de l'autre côté. Donc c'est un peu le sujet. Donc moi je le trouve incroyable et génial. Bon, après il a des biais ou un peu complexes. L'espace ça n'a jamais été. Moi j'aime bien, ça me fait marrer. J'adore ces sujets. C'est un sujet qui peut m'intéresser, qui peut me passionner. C'est pas un sujet dans lequel j'ai envie d'investir, de faire des tonnes
de choses fortes. Ça m'intéresse, ça peut me passionner. Et c'est pas l'endroit où j'ai envie de faire ou d'investir parce que je ne pense pas avoir les capacités ou la connaissance nécessaire pour le faire. Il faut forcément avoir une connaissance particulière pour investir dans des boîtes ou est-ce que la passion suffit et puis on s'en Je pense que la passion est un bon départ. Être passionné par quelque chose, c'est un bon départ. Mais après, il faut être capable de voir quelque chose que les autres n'ont pas vu. Et je ne suis pas sûr que dans l'espace, être capable de voir quelque chose que les autres n'ont pas vu. Très clair. Quand j'étais gamin et que je commençais à aller sur Internet, on piratait absolument tout. Les jeux, les films, la musique. Les plateformes ont réussi à résoudre ce problème en donnant un accès à absolument tout, moyennant un abonnement pas cher. Notamment Spotify qui a réglé énormément du problème dans la musique, parce que tous les contenus sont concentrés beaucoup sur Spotify. Et puis la multiplication des plateformes de VOD, notamment sur les films et sur les séries, et l'augmentation des prix font qu'on revient en ce moment à une période où le piratage est redevenu populaire. Il y a une nouvelle masse critique qui pirate. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à régler définitivement ce problème, qui est un problème d'offre, très clairement? Et est-ce que vous avez une idée de comment on pourrait faire? Le sujet, c'est toujours le même. C'est qu'il y a un moment, dans tout le sujet de la plateforme, c'est qu'il y a un moment, il y a une plateforme dominante qui gagne. Dans la musique, malheureusement, je suis un actionnaire de Deezer et fondateur de Deezer, je suis toujours actionnaire de Deezer. Spotify a pris une part significative du marché. Ça n'empêche pas d'avoir des alternatives qui existent, mais le marché de la musique a été suffisamment intelligent pour qu'il n'y ait pas de contenu exclusif à un endroit ou à un autre. Maintenant, dans les contenus vidéo, il y a une multitude de plateformes et il y a des exclusivités à droite à gauche. Et donc, si vous voulez accéder à tout, il faut avoir des abonnements à tout. On peut supposer qu'à un moment, il y en a 1, 2, voire 3 qui gagnent. Et donc, à partir de ce moment-là, sur ces 1, 2, 3, c'est celles qui vont avoir les moyens de produire les contenus qu'on a envie de voir. Et donc, le problème de multiplication extrême des plateformes j'espère, devrait baisser. Et donc, on serait capable de les retrouver typiquement à un seul et même endroit. Donc, on peut estimer que pays par pays, on va avoir une plateforme nationale qui va émerger. Et je pense que là-dessus, Canal fait un boulot incroyable. Donc, une plateforme nationale qui émerge, une plateforme globale qui émerge. Aujourd'hui, on a Netflix, on peut supposer. Concrètement, peut-être. Prime. Et puis après, alors Prime, Disney, HBO Max qui arrive en France. Une autre plateforme qui est capable d'apparaître, d'être là, d'être significative et qu'on soit capable d'y accéder. Donc c'est marrant, en fait, pour vous, on est en ce moment dans une espèce de combat de coq avec tout le monde et on va attendre juste que la fumée se dissipe. Il devrait en rester 2-3. Mais comme d'habitude, si vous prenez Google au début des années 2000, il y a Alta Vista, il y a Yahoo, il y en a d'autres. Puis à la fin, tous ces gens-là existent. Lycos en France, le local. Mais le problème, c'est que l'américain, il a fait tellement mieux que le local. Lycos, je crois que Lycos, la marque appartient à Free maintenant. Je ne sais pas ce qu'on en fait. Vous l'avez? Ouais, je crois qu'on l'a dans un coin et on a tout. Ouais. Mais donc, si vous voulez, on va aller chercher des choses comme ça. On va essayer de reprendre des éléments à la fin pour avoir un acteur dominant. Écoutez, merci beaucoup. Pour l'outro, on a un truc un peu particulier puisque nous, à la fin des contenus, on renvoie toujours vers un autre contenu qui est similaire à ce que on vient de faire. Alors, vous avez 2 choix. Je vous laisse choisir. Vous pouvez renvoyer les gens vers une vidéo sur Dailymotion, l'histoire de Dailymotion. On a parlé de tech française et de plateforme justement, ou une vidéo sur la PayPal Mafia. Puisqu'on a parlé. Ça s'appelle les milliardaires. J'ai vu les deux et là, ça s'appelle les milliardaires. Je sais plus. J'ai vu le titre de la vidéo. J'ai oublié les milliardaires. Parce que j'ai vu le truc. J'ai merde. Je vais m'en prendre une. Parce que c'est facile comme titre. Je me suis dit, je vais m'en prendre une dans la tête et en fait. Non, mais en fait, non, ça raconte simplement l'histoire. Parce que moi, j'aime bien Dailymotion et puis au début, vous donnez le nom des 2 personnes et j'avais oublié leur nom au début de la vidéo sur Dailymotion. C'est vrai. Et je me dis, mais je les ai oubliés. Ouais, celle sur Dailymotion, bien sûr. Bah ouais, c'est français, c'est sympa. Je vous laisse l'annoncer à la caméra. Alors donc, il faut regarder à tout prix la vidéo sur l'histoire de Dailymotion. Xavier Niel, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Au revoir.